Jusqu'à l'arrivée de l'électricité, on n'avait pas de problème d'insomnie. On allait se coucher quand le soleil lui-même se couchait. J'ai vécu sous les tropiques pendant plus de 20 ans et particulièrement dans des régions pauvres où les gens n'avaient pas accès à l'électricité. Ils se couchaient rapidement après le coucher du soleil et ma famille a adopté le même rythme et l'on s'en est trouvé bien. L'insomnie est aujourd'hui un gros problème, obligeant des millions à prendre des somnifères et à tomber dans bien d'autres problèmes de santé. Je désire explorer avec vous quelques raisons de cet état de choses qui affecte la vie de nombreuses personnes. Proverbe 14, verset 6 dit « La connaissance est facile pour celui qui comprend ». C'est justement mon but, de vous donner une compréhension du sommeil. Que se passe-t-il quand vous dormez ? Et quand vous le comprendrez mieux, vous saurez quand il faut dormir et pourquoi. L'insomnie. Oui, peut-être que vous trouverez étrange de voir dans nos études bibliques une étude sur l'insomnie, mais j'ai pensé me consacrer quelques vidéos à la santé. Alors si vous le permettrez, nous parlerons donc de ce sujet de l'insomnie. Et j'aimerais d'abord commencer avec l'anatomie et la physiologie du sommeil. Nous avons à la base du cerveau une très petite glande, appelée la glande pinéale ou épiphyse, qui a la taille d'une amande. Cette glande sécrète 4 hormones chaque nuit, mais seulement à certaines heures. En hiver, c'est entre 21h et 2h du matin. Pourquoi ces heures ? Eh bien certainement à cause de la lune, des marées. La glande pinéale reçoit indirectement des voies visuelles des influx relatifs à l'intensité et à la durée de la lumière du jour. Dit en d'autres mots, la perception jour-nuit est alimentée par le nerf optique qui envoie un signal au centre de contrôle dans le cerveau où se situe l'horloge biologique du corps qui, lui, communique avec la glande pinéale pour sécréter la mélatonine et la déverser dans le courant sanguin selon le schéma suivant. La lumière donc pénètre dans la rétine, l'influx qui est créé va se propager dans le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus, ensuite dans le ganglion cervical supérieur et enfin dans la glande pinéale. Donc tout ça, c'est la lumière qui parvient. Cette partie de l'hypothalamus, que l'on appelle aussi horloge biologique, contient de nombreux récepteurs de la mélatonine. C'est ainsi que les 4 hormones sont produites dans la glande pinéale. Alors, la mélatonine d'abord, on la fabrique donc entre 21h et 2h du matin quand on dort dans une chambre bien noire. Elle s'appelle l'hormone de l'obscurité. Elle est responsable de la restauration et de la fixation de toutes les opérations cérébrales durant le sommeil. C'est le système de nettoyage et de classement du cerveau. La mélatonine est un antioxydant puissant qui balaye les réactions d'oxydation du corps. Peut-être avez-vous entendu parler des radicaux libres. Ce sont les responsables de l'oxydation. Ils proviennent de certains carcinogènes, des herbicides ou des radiations. Par exemple, si vous mettez une pomme ouverte ou une banane ouverte, vous allez constater au bout d'un moment qu'elle est noire. Elle prend une couleur différente, elle est oxydée. Il y a une transformation à cause de l'oxygène de l'air. La mélatonine, qui est donc cette hormone, elle retarde les effets du vieillissement, stimule l'immunité naturelle, abaisse le cholestérol, la pression sanguine et le risque de faire de l'ostéoporose. Apprenez que la glande pinéale ne fait pas de réserve.
Chaque jour, il faut voir la lumière et accueillir avec reconnaissance la venue de l'obscurité, car l'une et l'autre sont des facteurs de santé, de longévité et de vitalité, et vous comprendrez bientôt qu'il faut aussi bien beaucoup de lumière la journée que autant d'obscurité la nuit pour arriver à fabriquer très bien nos 4 hormones de l'épiphyse. C'est bête à dire au XXIe siècle, mais la santé, c'est vraiment se coucher comme les poules et se lever avec le coq. La sérotonine maintenant, deuxième hormone. C'est l'hormone de l'humeur. Vous la connaissez bien. Si l'on veut se sentir bien, eh bien, on fait de l'exercice ou alors on va dormir de bonne heure. Et ça aussi, ça va participer à sa sécrétion pour éviter la dépression et d'autres choses. Ensuite, la troisième, c'est l'arginine-vasotocine. Quant à elle, c'est l'hormone qui supprime la douleur. Enfin, en partie, bien sûr. C'est notre analgésique naturel. Quand on utilise ce calmant naturel, il se produit un déchet qui doit être éliminé. Sans cette opération, l'arginine-vasotocine ne sera pas sécrétée. Et on a découvert que l'exercice durant la journée permet d'éliminer ce déchet. 1 heure de bicyclette sur place, devant une fenêtre bien éclairée, pourrait doubler ou tripler le taux de mélatonine la nuit et aussi de l'arginine-vasotocine. Ainsi, si vous voulez dormir, il vaut mieux bouger durant la journée. Ecclésiaste 5, verset 12 nous dit « Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. » Avez-vous remarqué que quand on arrive à se fatiguer suffisamment pendant la journée, on dort mieux ? Cette hormone, l'arginine-vasotocine, est un oligopeptide semblable à l'ocytocine. Vous savez, l'ocytocine qui provoque les contractions quand on va avoir un bébé. Elle a un effet régulateur sur le sommeil REM, j'en reparlerai plus tard, et elle nous conduit au sommeil profond. L'exercice le jour et le coucher de bonne heure permettent donc d'obtenir un sommeil profond. Maintenant, la 4e hormone, c'est l'épithalamine. Elle est produite donc par la glande pinéale, comme les autres. Elle augmente les capacités d'apprentissage. En passant, nous avons été conçus pour apprendre de nouvelles choses jusqu'à notre mort. Sans cet apprentissage constant, le cerveau se détériore. Ainsi, le secret de l'apprentissage et de la mémorisation, en tout cas c'est une partie, c'est d'aller au lit de bonne heure. De plus, cette hormone, l'épithalamine, ralentit le vieillissement. Maintenant, pourquoi faut-il dormir ? Le docteur Walker a étudié la physiologie du sommeil assez extensivement. Il cite des recherches commencées dans les années 50 sur les rats. Pourquoi les rats, me direz-vous ? Parce qu'ils ont des fonctions similaires aux humains, particulièrement leur tube digestif. Ils vivent assez longtemps, en tout cas pour se rendre compte des effets qu'ont certaines expériences sur eux. Ils ont découvert que pendant la nuit, les paupières fermées, les yeux de ces rats ont des mouvements très rapides alors qu'à d'autres moments de la nuit, leurs yeux restent immobiles. En plaçant des électrodes sur leur tête, ils ont vu que quand les yeux bougent, le cerveau est très actif. Par contre, il devient moins actif quand les yeux sont tranquilles. Ils ont appelé ce temps de mouvement des yeux le sommeil REM, d'après l'anglais comme toujours, Rapid Eye Movement, et le non-REM quand les yeux vont lentement. Alors parlons d'abord du sommeil non-REM ou sommeil lent. Les yeux donc ne bougent pas beaucoup. Pendant la journée, vous savez que la mémorisation a lieu dans l'hippocampe. On l'appelle la mémoire à court terme. Tout ce qui a été mémorisé pendant la journée est transporté ensuite dans le cortex cérébral. C'est pendant le sommeil non-REM que se produit le service de nettoyage du sympathique nerveux pour libérer le système nerveux des déchets de l'activité neuronale, de la combustion du glucose, de l'oxygène et du cycle de l'énergie dans la cellule, mais aussi se débarrasser des émotions négatives. À ce propos, savez-vous que l'élimination des émotions négatives produisant du stress oxydatif est favorisée par la décision de pardonner. Cela stimule ce nettoyage par ce système lymphatique.
Le sommeil REM maintenant, on l'appelle aussi le sommeil paradoxal. Il survient en 4 ou 5 cycles de 15 à 20 minutes, entrecoupant les phases de sommeil lent auxquelles il succède. Il est marqué par des mouvements rapides des globes oculaires, des accélérations brusques des rythmes cardiaques et respiratoires. C'est là que l'on rêve et c'est pour cela que les yeux bougent. C'est là que le processus de classement se déroule. Les yeux, en quelque sorte, cherchent partout. Ils sont en train de montrer toute l'activité intense au niveau neuronal. Et le docteur Matthew Walker parle d'une intelligence du sommeil. En effet, la multitude des occupations de la journée fait naître le rêve, qui est cette liberté de l'esprit qui favorise le tri et la gestion des pensées et des idées accumulées durant le jour. C'est un temps de rupture. La nuit interrompt la pression des événements quotidiens. Le sommeil aide alors le cerveau à mettre en perspective le flot d'informations recueillies pendant la journée pour en retirer la signification. C'est ainsi que se vérifie le proverbe « La nuit porte conseil ». Le deuxième rôle du sommeil paradoxal est de nous permettre de récupérer de la fatigue. Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes et il a été étudié de manière intéressante en fonction des heures de la nuit. Alors on a fait un petit tableau. Voilà les heures de 21h à 22h30. On a 80% de sommeil lent, non REM, et seulement 20% de sommeil paradoxal ou REM. Donc il se passe à ce moment-là beaucoup de nettoyage du système nerveux dans cette première partie de la nuit. De 22h30 à 24h, c'est à peu près la même chose, mais enfin, vous voyez que les pourcentages diminuent quand même. 60% de non-REM et 40% d'REM. De 24h à 1h30, 50-50. Donc là, comme on a dit, beaucoup de nettoyage du système nerveux. Puis ensuite, on voit que de 1h30 à 3h, il y a un inversement. Le sommeil non REM ou sommeil lent est moins important et il y a plus de sommeil paradoxal, donc il y a plus de rêves dans la deuxième partie de la nuit. Et de 3h à 5h du matin, vous voyez, les choses s'inversent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, quand on a bien dormi au début de la nuit, profondément, depuis 21h, la deuxième partie de la nuit est généralement moins profonde et on se rappelle de nos rêves, on se réveille. Vous comprenez que se coucher à minuit a tendance à diviser par 2 la sécrétion des hormones, à diminuer le nettoyage et la mémorisation, qui est resté dans l'hippocampe sans jamais arriver dans le cortex pour être retenu. Le docteur Walker a étudié le sommeil chez ses étudiants qu'il a divisé en 2 groupes. Alors, il avait pris 20 étudiants qui prenaient 6 heures de sommeil et 10 étudiants qui prenaient seulement 8 heures de sommeil. Le deuxième groupe, donc celui des 10 étudiants avec 8 heures de sommeil, retenait le double que le premier. Dans le premier groupe, donc celui des 20 avec 6 heures seulement, les étudiants perdaient la confirmation et la consolidation des choses apprises durant la journée. Et peut-être pas tout, mais ils en perdaient une partie. De plus, le docteur Walker les encourageait à dormir la fenêtre ouverte, laissant entrer l'air frais, à prendre le soleil chaque jour, à être tempérant, c'est-à-dire éviter le café, le sucre, car ces stimulants diminuaient la rétention de leurs études, et enfin à prendre 8 heures de sommeil par nuit pour que toutes les opérations de nettoyage, de rajeunissement aient le temps de se faire. Le docteur Neil Nedley a découvert que ces patients à l'Institut Weimar aux États-Unis, ces patients dépressifs avaient une horloge biologique bouleversée, car ces personnes se couchaient souvent tard, après avoir regardé un film ou avoir été sur l'ordinateur juste avant de dormir. Ces personnes ne bénéficiaient donc pas du renouveau lié au sommeil non REM d'avant minuit, pas plus que de la lumière du soleil matinier, puisqu'en général elles se levaient tard puisqu'elles s'étaient couchées tard. Et ces 2 éléments rentrent dans les causes de la dépression. Le docteur Matthew Walker parle aussi de ceux qui ont la maladie d'Alzheimer. On sait que la maladie d'Alzheimer, c'est des plaques d'amyloïdes, un petit peu comme des dépôts calcifiés qui se forment dans le cortex préfrontal, et ainsi qui entravent le jugement, le raisonnement. Ces 2 choses sont atteintes, vous savez ce que c'est.
Il a vérifié que bien dormir prévient la construction des plaques d'amyloïdes. Donc c'est peut-être à savoir dès maintenant pour éviter ce genre de maladie vraiment débilitante. Ceux qui se vantent de ne dormir que 5 heures par nuit, attention, comment finiront-ils leur vie ? Nous n'avons pas été faits pour finir avec la maladie d'Alzheimer. Non, ce n'était pas le plan de Dieu. Au contraire, plus on avance en âge et plus notre esprit devrait être intelligent et vif. Laissez-moi maintenant passer en revue quelques éléments de style de vie qui sont en rapport avec le sommeil. Je parlerai de l'exercice d'abord. On a vu que pour bien dormir, il faut faire de l'exercice. Courir, faire du vélo d'intérieur ou extérieur, du trampoline, de la natation. Bon, mais je n'ai pas le temps, me direz-vous. Vous savez, on est très occupé tout au long de la journée. Bon, eh bien écoutez, il y a eu une expérience qui a été faite dans une entreprise où les responsables avaient installé des trampolines et avaient permis à leur personnel de s'accorder 1 minute de saut toutes les heures. Facile, non ? Alors, je sais bien que vous n'avez peut-être pas un trampoline dans votre travail, mais en tout cas, si vous êtes chez vous ou que vous avez même l'occasion d'aller quelques minutes à la pause ou courir ou vous donner de l'exercice, eh bien, vous dormirez mieux. Ensuite, au niveau de la nutrition, là aussi, la nutrition est très importante pour le sommeil. Savez-vous qu'une nutrition adéquate est favorable à un bon sommeil ? Le docteur Walker a compris qu'un gros souper perturbe le sommeil. Bon, vous avez dû le constater vous-même. Quand on va dormir, notre estomac veut aussi se reposer. Pour digérer le gros souper, j'entends par là des choses grasses, des choses protéinées, et aussi en quantité. L'estomac doit travailler plusieurs heures pour pouvoir digérer, surtout si le repas est chargé, donc, comme je disais, de protéines et de graisses. Peut-être connaissez-vous le vieil adage, un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner de pauvre ou de mendiant. Pour ma part, je me trouve très bien avec 2 repas par jour et une tisane le soir. Je dirais qu'un travailleur de force aura sans doute besoin d'un souper léger comme une soupe ou un smoothie ou quelque chose qui est vite digéré avant les heures du repos, afin que l'estomac se repose et que cette digestion n'entrave pas le sommeil. Passons maintenant à l'importance de l'eau, de la boisson, de l'hydratation pour le sommeil. On a aussi besoin d'eau la nuit comme la journée, et le matin, dès que le pied est hors du lit, on peut arroser son jardin intérieur avec quelques verres d'eau accompagnés d'un grain de gros sel marin à chaque verre pour s'enrichir en magnésium marin et hydrater toutes nos cellules, faire un nettoyage de l'intestin pour pouvoir aller ensuite éliminer ce qui est souvent un problème chez beaucoup de gens, de ne pas pouvoir éliminer correctement chaque jour. On dort mieux quand on est bien hydraté. C'est pourquoi j'ai toujours de l'eau près de mon lit. Pourquoi n'adopteriez-vous pas la même habitude ? Parlons de la répartition de l'eau durant la journée. Buvez le matin en vous levant, puis dans la matinée, mais rappelez-vous en dehors des repas, parce que boire pendant le repas dilue les sucs digestifs et ralentit la digestion. Car si vous êtes comme moi, boire beaucoup l'après-midi, en tout cas l'après-midi, me conduit à me lever toutes les 2 heures pour uriner. Donc, chargez plus le matin. De même, prendre un melon ou de la pastèque le soir, pour beaucoup de personnes, c'est le plus sûr moyen de se lever fréquemment. Enfin, connaissez-vous vous-même et voyez ce qui vous convient. Il y a une autre loi de la vie, de la santé, qui est la confiance. Alors, confiance, bien sûr, pour nous, c'est la confiance en Dieu, la confiance dans cet être suprême qui conduit nos vies. Et je dirais que ce qui est un autre aspect de l'insomnie, c'est les soucis. Vous avez remarqué que quand vous avez des soucis assez importants, que vous avez des ennuis, eh bien vous ne dormez pas. La plupart de ceux qui ne peuvent dormir se font du souci. Et quand ils se réveillent la nuit, ils vont dans la salle chat. Vous savez, le chat, causer, bavarder. On bavarde avec soi-même. C'est notre cerveau qui se demande ce qui va se passer, ce qu'il va faire, comment il va pouvoir procéder pour résoudre ce problème particulier ou cette situation délicate, relationnelle. Il est certain que si l'on reste dans la salle de chat, on ne va pas se rendormir. Comment sortir de là et dériver l'attention du cerveau préoccupé ? Alors, on pourrait essayer de chanter, de fredonner peut-être.
ou de réciter un poème que l'on a mémorisé, ou des versets bibliques si l'on veut. Ramener l'esprit quand il s'éloigne à nouveau vers le tchat, ramener les émotions et les sentiments au bon endroit quand on est en colère. D'ailleurs, la Bible dit de ne pas se coucher sur la colère, parce que sinon on ne pourra peut-être pas dormir. Il faut à tout prix éviter le parloir ou donc le tchat. Et puis, tous ces soucis nous dépassent, car nous sommes impuissants face à leur ampleur. C'est là que la confiance en la puissance divine intervient. Le grand principe de contentement est le suivant. En toute chose, soyons reconnaissants. Vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul en Romains. Le docteur Walker lui-même dit à ses patients de rester allongés et de recompter leurs bénédictions. Vous pensez peut-être, mais j'ai rien à dire, je ne sais pas pourquoi remercier, j'ai que des ennuis. Eh bien, réfléchissez bien. Vous avez 2 jambes, 2 yeux, un lit confortable, vous avez à manger. Oui, le bonheur ne dépend pas des choses matérielles, mais avoir toutes ces capacités est un grand bonheur, que l'on ne compte pas. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais celui qui est handicapé, peut-il compter ses bénédictions ? Certainement qu'il peut en trouver. Il a eu à manger, il n'a pas toutes les malédictions, tous les problèmes. En fait, quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, le bonheur est un choix. Comme le dit Proverbe 17, verset 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Et on a vu combien de personnes qui, même handicapées, ont su conserver ce cœur joyeux et, ma foi, se porter mieux que les autres. Quand vous ne pouvez dormir, dites « Merci, Père, car je ne peux dormir. Cela me permet de te parler. » Quelque chose d'autre peut nous empêcher de dormir aussi. C'est de regarder notre téléphone. Je ne sais pas si vous dormez avec votre téléphone. Moi, je recommande de ne pas dormir avec un téléphone dans la chambre, même une tablette ou quoi que ce soit, à cause du champ magnétique et de la tentation pour les téléphones de regarder les messages. Je m'explique. Cela concerne la lumière bleue. Celle-ci est rayonnée par le soleil normalement et absorbée par les récepteurs dans la rétine, des récepteurs qui s'appellent les mélanopsines. Puis, cette lumière est transférée dans le cerveau où elle augmente nos capacités mentales, règle le rythme circadien. On a vu qu'elle passait par la glande pinéale et toutes les hormones qui sont produites, et même augmente donc notre intelligence. D'après l'étude de Howard Cooper, directeur du département de chronobiologie de l'Institut Cellules Souches et Cerveau, le SBRI, publié par l'INSERM à Bron en 2014, la lumière bleue pourrait aussi agir dans la dépression saisonnière. Donc ça, la lumière bleue du soleil, bien sûr. Par contre, la technologie iPad, iPhone, les écrans émettent aussi de la lumière bleue, dont la fréquence est différente de celle du soleil. Si au milieu de la nuit, par exemple, vous regardez votre téléphone, il émet assez de lumière bleue pour vous dire que le jour a commencé et que vous devez vous réveiller. De plus, cette lumière bleue artificielle des LED qui sont dans ces appareils est beaucoup plus forte que celle du soleil qui est diffusée faiblement. Là, elle est concentrée en quelque sorte, alors que celle du soleil elle est diffusée faiblement et constamment. Cela n'a pas le même effet sur la rétine qui peut être endommagée par la lumière bleue des LED de nos écrans. Chez les jeunes surtout, la lumière bleue n'est pas totalement filtrée par leur cristallin, qui est peut-être encore immature, d'où sa nocivité. Et on s'est rendu compte que beaucoup plus tard dans la vie, on peut être sujet à des MLA, la baisse de la vue, la fatigue visuelle, les maux de tête. Cette lumière bleue le soir perturbe le sommeil et les rythmes biologiques. On recommande donc de ne pas utiliser les écrans même 1 heure avant d'aller dormir. On peut aussi décompresser en lisant un bon livre en papier et si l'on ne peut dormir, on peut lire avec une lumière douce, mais pas de LED. Alors, on a parlé de lumière, on a parlé d'insomnie bien sûr, mais on a parlé de lumière. Eh bien, écoutez, c'est une étude dans notre chaîne sur la Bible, nous voulons avoir une leçon spirituelle. Alors on va tirer quelques éléments de leçons spirituelles sur la lumière. Ecclésiaste 11, verset 7 nous dit « La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil ».
Ceci est vrai pour notre œil, mais ça l'est aussi pour notre esprit. La Bible dit que Dieu est lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui. Jésus aussi est la lumière du monde, c'est ce qu'il a déclaré. Si la lumière est claire, elle doit illuminer notre esprit pour nous donner du discernement et aussi de la paix, de l'assurance dans un monde si incertain. Oui, vraiment, la lumière est douce pour l'œil de notre esprit. La source de toute lumière nous invite toujours à venir et à absorber ses rayons. L'humanité sur notre petite planète a encore accès à toute la source de sagesse accumulée depuis les âges passés. Des hommes de Dieu remplis de foi ont confessé leur expérience, leurs connaissances qui sont parvenues jusqu'à nous pour nous dire nos origines, le sens de notre présent et même notre avenir. Notre œil spirituel peut percevoir les rayons du soleil de justice qui brillent de chaque page de la parole inspirée de Dieu, les Saintes Écritures. Nous devons choisir la lumière et non les ténèbres, qui sont en train d'ailleurs d'envelopper la terre et nous enterrer. Aujourd'hui, la lumière continue de briller toujours plus intensément pour révéler plus distinctement la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ. Car il faut que les cœurs humains soient changés, qu'ils puissent discerner leur destinée et reposer ainsi paisiblement, plein d'assurance dans un monde incertain qui touche à sa fin. Mais cependant, lisons le texte de Lamentations 3, 22 et 23. Je le prends comme une promesse. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, malgré ce monde incertain, et ses compassions ne sont pas à leur terme, quoi qu'il arrive. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est une promesse acclamée chaque jour pour bien dormir et pour être en bonne santé.